Il a été trahi par ses plus proches alliés dans son parti et marqué comme un traître, mais il revient 20 ans plus tard en tant que tueur de héros le plus fort. Zell était l'un des 14 lances de l'Empire, les héros qui combattaient et protégeaient le pays, mais les choses tournent rapidement mal lorsque l'empereur les envoie sur une arme mortelle. Sur les 14 héros, 3 meurent pendant le voyage, tandis que 7 d'entre eux fuient pour sauver leur peau face aux ennemis les plus puissants. Mais Zell et 3 de ses amis n'étaient pas des lâches et ont courageusement combattu contre ces chances imbattables, remportant même la bataille pour leur pays. Alors qu'ils rentraient à travers des jungles épaisses, ils ont été pris en embuscade par les 7 héros qui avaient fui, et Zell, aux côtés de ses 3 amis fatigués, ont été rapidement surpassés. Les 7 héros ont tué les amis de Zell en lui infligeant également une coupure à l'œil, mais il survit d'une manière ou d'une autre. Les 7 lances sont plus tard connus comme les 7 héros, tandis que Zell et ses amis sont appelés les 4 lances de la trahison, car les 7 héros ont annoncé que Zell et ses amis s'étaient enfuis de l'ennemi. 20 ans plus tard, la capitale est bien gardée par le monastère pour empêcher les paysans de passer. Chaque jour, plusieurs personnes qui essaient d'entrer illégalement sont pendues et tuées en public, et ce jour-là ne fait pas exception car le moine en chef, Raz, pend 4 paysans avant de commander leur mise à mort. Peu après, il entend du bruit derrière lui et découvre qu'un de ses gardes a trouvé un autre immigrant illégal qui n'est qu'une petite fille. Raz, cependant, est l'ancêtre de Trump et n'a aucune sympathie pour les immigrants, car il ordonne également sa mort. Mais heureusement, Zell apparaît derrière elle, prétendant qu'elle est sa sœur alors qu'il essaie de s'en aller avec elle. Raz n'est cependant pas facilement dupé et affirme que maintenant les deux seront exécutés. Avant que Zell ne puisse faire quoi que ce soit, un homme grand avec des cheveux bleus apparaît derrière eux et les attrape tous les deux, prétendant être un parent pendant qu'il s'excuse auprès de Raz et le corrompt avec quelques pièces d'or. Cette stratégie fonctionne car Raz les laisse partir tandis que l'homme aux cheveux bleus leur dit qu'ils ne peuvent pas entrer dans les frontières si facilement sans aucune planification. Il affirme avoir lui-même payé beaucoup d'argent aux passeurs et avoir planifié cela de manière approfondie, donc il devrait rester à l'écart et ne pas causer de problème. Il regarde la fille nommée Pipi et demande pourquoi diable elle veut entrer dans les frontières, tandis qu'elle répond tristement qu'il ne reste rien pour elle dans son village où tout a été détruit. Soudain, Zell tend l'oreille en entendant des gens arriver, alors il soulève Pipi et la balance dans le ruisseau en bas avant de dire à l'homme aux cheveux bleus de préparer son arme. L'homme était confus, mais bientôt 13 gardes sont apparus de derrière, les entourant complètement en demandant encore plus d'argent. Zell se rend compte que le monastère n'est qu'une façade, car seules les personnes qui font de gros dons reçoivent la permission de traverser la frontière. Bientôt, un des gardes décide d'attaquer, mais sans aucune hésitation, Zell le coupe en deux d'un seul coup d'épée. Cela surprend vraiment l'homme aux cheveux bleus car il ne sait pas que Zell est l'un des anciens héros, et alors que d'autres gardes l'attaquent, Zell se défait rapidement d'eux en les tranchant sans effort. Une fois que les gardes étaient morts, il les jette tous dans le ruisseau en contrebas, tandis que l'homme aux cheveux bleus le regarde impressionné et lui demande son aide. Il se présente comme Wide et promet de faire passer en contrebande lui et Pipi à l'intérieur des frontières également. Ce soir-là, les trois sont transportés à travers le ruisseau dans une petite barque qui les emmène dans une taverne louche. Zell commence à boire comme mon oncle alcoolique, mais bientôt, Weed le dirige dans une pièce pour rencontrer le chef des contrebandiers nommé Altia. Altia s'avère être une belle femme qui commence à poser des questions avant de dire à Zell que demain est la dernière chance de voir les 7 héros et d'obtenir leurs autographes, car ils partent pour réprimer une guerre civile aux frontières. Cela attire l'attention de Zell car il ne veut rien de plus que se venger de ces tueurs sans cœur. Mais avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, un homme entre dans la pièce et prétend que les moines sont dans la taverne avec des armes. Altia sort rapidement tandis que Raz, le moine en chef, affirme qu'il a reçu des nouvelles selon lesquelles cette taverne est un repère de contrebandiers. Altia le nie rapidement. Mais Raz a amené un des nains qu'elle a aidé à entrer et qui la dénonce complètement pour sauver sa vie. C'était en vain cependant, car le moine a décidé de pratiquer ses compétences au baseball sur sa tête, le tuant immédiatement. Une bagarre générale éclate alors que les moines attaquent tout le monde tandis que Raz parvient à mettre la main sur Pipi et jure de faire un exemple d'elle. Weed essaie de se frayer un chemin, mais avant que Raz ne puisse blesser Pipi, Zell arrive du balcon et coupe les cordes d'un grand bateau qui tombe sur les moines, tuant plusieurs d'entre eux tout en libérant Pipi dans le processus. Zell se lève pour compter les moines restants, tandis que Raz lui crie que défier les moines équivaut à défier les 7 héros. Mais Zell n'est pas un admirateur des héros et affirme que c'est un bonus pour lui car il tue un autre moine d'un seul coup. Raz s'échappe rapidement et bientôt les sirènes commencent à retentir dans la ville, ce qui signifie que la sécurité a été renforcée. Altia affirme qu'ils devront rester discrets pendant quelques jours maintenant, mais Zell affirme qu'il entrera dans la capitale quoi qu'il arrive puisque les héros partiront demain. Altia est impressionné par sa détermination et affirme qu'il y a un passage secret que le monastère ne connaît pas et qu'ils peuvent l'utiliser. Bientôt, ils commencent à courir à travers les sombres tunnels, en tuant les petits gobelins qui les attaquent, puis émergent bientôt dans une ouverture.
À leur horreur, un énorme gobelin émerge de l'obscurité et bloque leur chemin. Althea commence à ressentir un syndrome de stress post-traumatique, mais elle ne perd pas de temps et essaie d'attaquer le monstre directement. Malheureusement, la peau du monstre est trop dure et son épée ne fait rien, tandis que le gobelin attrape Zell dans ses poings et le projette contre le mur. Zell reste là, inconscient, tandis qu'Althea commence à paniquer, affirmant qu'ils vont tous mourir, mais Weed ne renonce pas et lance un anneau métallique sur la tête du monstre, le repoussant en arrière avant d'utiliser l'anneau pour faire trébucher le monstre. Alors que le monstre tombe à terre, Wild commence à chercher une issue, mais bientôt le gobelin géant se remet debout pour un second round. Wild tire à nouveau sa bague sur la tête du monstre, parvenant à fissurer la peau dure. Mais cette fois, sa chance tourne lorsque le monstre attrape le cordon et le projette contre un mur, le faisant tomber au sol. Althea parvient à sauver la vie de Pippi, mais se retrouve maintenant coincé sans moyen de s'échapper. Alors que Weed pensait que tout était fini, il remarque une lumière vive au-dessus de lui, à l'endroit où Zell était allongé inconscient. En quelques secondes, Zell saute sur la tête du monstre avant de la trancher en deux d'un seul coup d'épée. Althea est choquée par la force du garçon, tandis que Zell dit à Weed de se lever, car ils ont un bateau à prendre. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, Zell ressent un danger et dit à tout le monde de revenir alors qu'une entaille magique évapore complètement le corps du monstre. Zell est choqué mais trouve bientôt Raz sur le rebord au-dessus du grand homme qui semble avoir une épée magique avec lui. Il réalise que la situation pourrait rapidement devenir incontrôlable et dit à Wade et aux autres de rester en arrière pendant que Raz explique que cet homme était aussi un contrebandier auparavant, mais maintenant il travaille pour eux. Le grand homme reprend alors son épée quand Zell remarque une fée attachée à la poignée en train de crier de douleur, ce qui crée ses attaques magiques. L'homme brandit son épée, créant une lame aérienne, mais Zell intercepte courageusement l'attaque et la coupe en deux, surprenant à la fois Raz et son tueur à gages. Zell commence à pleurer comme un bébé à cause de cela, leur hurlant d'arrêter d'utiliser l'épée, ce qui confond White et Althea. Mais Peppo remarque aussi que la fée semble être dans une douleur extrême chaque fois que les attaques magiques sont utilisées. Raz rit de Zell et dit à l'homme de finir le travail, mais l'homme rengaine son épée, affirmant qu'il a été payé pour s'assurer qu'il ne puisse pas atteindre le bateau, et maintenant ils sont trop tard pour attraper le bateau, ce qui signifie que son travail est terminé. Raz le supplie immédiatement de rester et offre encore plus d'argent pour neutraliser complètement Zell. Alors l'homme accepte et sort son épée à nouveau, attaquant Zell de toutes ses forces, ce qui entraîne l'effondrement de la grotte. Zell descend à un niveau inférieur de la grotte, où il se relève blessé pour trouver Raz debout, qui prétend qu'il sait que la race de Zell tire de l'énergie de la lune. Mais à ce niveau de la grotte, il ne peut plus voir la lune, ce qui signifie qu'il est fini. Immédiatement, un groupe de gardes émerge avec des armes et l'entoure complètement avant de l'attaquer ensemble. Zell reprend rapidement ses esprits et esquive les attaques sans effort, avant de porter un coup d'épée sur l'un des gardes qui parvient à peine à le bloquer. Zell semble impressionné et réalise que ses gardes sont vraiment forts, tandis que les gardes sont effrayés par la force incroyable de Zell. Raz leur dit d'attaquer à nouveau, mais cette fois, Zell esquive rapidement et se retrouve devant eux, forçant Raz à courir. Zell le poursuit tandis que les gardes le suivent, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Zell plante son épée dans le sol, provoquant une explosion de feu violet qui fait immédiatement fondre tous les gardes, les transformant en métal fondu et en morceaux de corps brûlés. Raz est trop choqué pour parler et demande comment Zell connaissait un piège dont même lui n'était pas au courant, mais Zell répond calmement qu'il a visité cet endroit de nombreuses fois dans le passé. Il le jette à travers la porte d'à côté et entre, où il trouve un autre grand prêtre assis près d'une statue. Zell le contourne calmement et s'approche de la statue, tandis que le prêtre lui crie de reculer, car même les 7 héros ne sont pas autorisés à venir ici, car c'est le lieu de repos d'Ergnac, un serviteur des héros qui s'est sacrifié pour protéger la ville en créant un cercle magique après que les 4 lances de la trahison ont trahi le royaume et ont été tués par les 7 héros. Zell rit à cela alors qu'il commence à parler doucement à la statue d'Ergnac, affirmant qu'un grand homme comme lui est aujourd'hui appelé un serviteur des héros. Il se souvient du moment juste avant que les 14 héros ne partent pour leur dernière expédition, mais Zell est allé avec Ergnac dans les grottes souterraines pour s'assurer que la ville était correctement défendue, pendant que les 13 autres héros s'avançaient dans la forêt pour affronter l'ennemi. Des larmes coulent à des yeux de Zell alors qu'il raconte à la statue d'Ergnac que l'homme qu'il pensait être son meilleur ami riait le plus lorsque Zell et 3 de ses autres amis ont été découpés en morceaux après l'embuscade. Il a crié que ces salauds voulaient juste s'approprier toute la gloire de la victoire pour eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'ils sont retournés au royaume en tant que héros et ont obtenu tout l'argent et la célébrité dont ils pourraient jamais avoir besoin. Après avoir évacué cela, Zell se lève de nouveau et sort son épée pour activer un autre cercle magique lorsque le grand prêtre commence à lui crier dessus pour qu'il s'arrête et dit à Raz d'arrêter le garçon quoi qu'il arrive. Raz, par contre, est une vraie garce. Alors le grand prêtre lui lance des fléchettes cachées, mais il est trop rapide et bloque les fléchettes tout en tranchant le cercle magique en deux, le détruisant complètement. Le grand prêtre regarde avec horreur tout le monastère commencer à s'effondrer, et bientôt,
tout le mur frontalier créé par la magie d'Erniak s'effondre en poussière, ouvrant les portes de la ville capitale à tout le monde. Cela crée immédiatement une émeute, car chaque paysan commence à se précipiter pour entrer dans la ville, où il trouve Raz sortant des débris, toujours vivant. Raz trouve heureusement l'homme grand avec l'épée magique et propose de lui payer tout ce qu'il veut pour le protéger, mais l'homme refuse l'offre et s'éloigne, laissant la foule en colère s'emparer du prêtre corrompu. Zell sort lentement des tunnels, se souvenant tristement d'Erniak, et promet de tuer les 7 héros, tandis que de l'autre côté, Wade traque et empêche les gardes du monastère de s'échapper sur le dernier navire. Tandis que Zell lui-même vole un Pokémon de type dragon ou quelque chose comme ça, alors qu'il vole aux côtés du navire dans la ville. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, les riches et l'élite frissonnent à la vue de la frontière s'effondrant, mais les soldats leur disent de se calmer car les 7 héros sont toujours dans la ville et les protégeront quoi qu'il arrive. Zell se dirige directement vers les héros, mais il laisse sa rage le contrôler et en paie le prix lorsque les archers du royaume, qui sont de grands fans de Game of Thrones, abattent le dragon avec une extrême facilité. Zell, avec son petit cerveau en colère, n'avait pas pensé que cela arriverait. Donc il n'est pas capable de reprendre le contrôle, alors que son dragon agité s'écrase au sol, entouré de personnes et de gardes. Zell, cependant, n'est pas perturbé, car il sort du cratère à la surprise de tout le monde, et regarde vers l'entrée, seulement pour la voir s'ouvrir, alors qu'un des 7 héros nommé Glenn sort accompagné de ses gardes. Zell souffre immédiatement de stress post-traumatique en se rappelant du moment où ses amis ont été massacrés, et sans réfléchir, il sort son épée et tente de trancher la tête de Glenn. À sa grande surprise cependant, son épée s'arrête juste avant d'atteindre sa gorge, et il réalise qu'un des gardes a lancé une dague magique près de lui, ce qui le fige complètement. À la surprise générale, cependant, Zell parvient encore à bouger un peu les bras, même après avoir été stoppé par l'une des magies les plus puissantes du monde. Malheureusement, Zell est largement dépassé en nombre alors que les gardes l'enferment rapidement avec leurs menottes en fil, arrêtant complètement ses mouvements tandis qu'il lutte pour respirer. Son épée tombe au sol et bientôt, tout le public commence à crier pour son sang, suppliant Glenn de tuer le garçon car il a osé prendre son arme contre l'un des grands héros. Glenn avance lentement vers Zell piégé, mais juste quand Zell pensait que sa quête de vengeance était terminée avant même d'avoir commencé, Glenn le surprend en se tournant vers le public et en affirmant que ce n'est qu'un petit garçon des terres frontalières à l'extérieur de la ville qui a probablement eu une vie difficile dans le quartier, alors il lui pardonne cet acte. La foule se tait, mais bientôt elle éclate en acclamation pour Glenn le miséricordieux, qui est si saint qu'il pardonnerait même à une personne qui a essayé de le tuer. Cela brise complètement Zell lorsqu'il réalise que Glenn et les autres ont déjà atteint ce qu'ils voulaient obtenir. Après avoir tué ses amis et failli le tuer, ils ont amassé tellement de respect et de renommée qu'ils dirigent pratiquement tout le pays. Il se tient là, sous la pluie, tout seul, et, le cœur lourd, commence à avancer dans la forêt quand soudain Daenerys Targaryen elle-même descend sur un dragon avant de le ramasser et de s'envoler dans le ciel. Zell se soumet à son destin alors que Dany sort une épée bizarre et était sur le point de le poignarder quand Wade la percute avec son vaisseau aérien. Malheureusement, cependant, le dirigeable a été fabriqué par Boeing, donc il s'est écrasé immédiatement, mais c'était suffisant pour sauver la vie de Zell pour un moment. Dany se lève encore une fois et sort son épée alors qu'elle se dirige en colère vers un Zell brisé, mais avant qu'elle ne puisse le tuer, Pippi saute au milieu en disant à Dany de laisser l'homme tranquille. Dany lui dit avec colère de s'écarter si elle veut vivre, mais Pippi reste ferme. À sa grande surprise, cette vraie psychopathe brandit son épée contre la petite fille, la frôlant de la tuer. Pippi tombe au sol et allait devenir une brochette quand Wade appelle Dany une princesse. Pour une fois, il n'était pas homophobe, car il s'avère que Dany était en réalité une princesse du même clan que lui, déguisée en soldat. Elle crie à Wade de rester en arrière alors que ce minus aux cheveux blancs a pris la vie de son frère. Wade est choqué par cela tandis que Dany essaie immédiatement de poignarder Zell à travers Pippi. Zell se lève cependant comme en transe et sauve Pippi tout en se faisant poignarder à la jambe. Avant que Dany puisse même réagir, Zell se retrouve face à elle avec son poignard et brise son casque avant de mettre la lame à sa gorge. Dany est choquée et fait pipi dans sa culotte alors qu'elle s'effondre par terre vaincue tandis que Zell tombe au sol inconscient. Wade les emmène rapidement dans un petit camp de réfugiés près de la ville pour que Zell puisse récupérer, mais Dany ne veut rien entendre car elle affirme qu'il a tué son frère, Krat, le chef du clan, ce qui signifie qu'il doit mourir. Mais Wade l'arrête, affirmant que son frère était aussi son chef et il sait que Krat ne voudrait pas qu'elle se lance dans une vendetta inutile. Zell entend tout cela, se lève et lui lance son épée en lui disant de le tuer. Mais tout ce qu'il obtient, c'est un coup de poing fracassant de Wade qui lui dit de se ressaisir car on ne peut pas abandonner une quête si facilement. Il se tourne ensuite vers la dragonne et lui dit de se calmer aussi car il pense que Zell peut les aider à retrouver sa sœur aînée qui est allée dans un royaume voisin pour négocier la paix mais a été kidnappée en chemin. Zell lui dit qu'il est faible et qu'il ne peut rien faire, mais après un petit discours d'encouragement, il accepte d'aider Wade à trouver la fille. Quelques jours passent,
et Zell semble toujours déprimée quand Pippi court vers lui en disant qu'elle a trouvé des gens de la même race qu'elle, donc elle resterait avec eux et installerait un village. Avant qu'il ne puisse répondre, cependant, Zell attrape son épée en sentant une forte présence, mais Pippi le calme en affirmant que c'est juste le centurion qui est un bon gars et l'a aidé. Weed entend le bruit et sort de la tente quand ses yeux s'écarquillent en se souvenant que ce type chauve était l'un des gars qui ont enlevé la princesse de son clan. Il jette immédiatement son anneau vers le chauve qui l'attrape rapidement en prétendant qu'il est très discret et attentionné et qu'il ne ferait jamais une telle chose. Weed n'est cependant pas encore convaincu et commence à se moquer de sa tête chauve et de son attitude de crème pâtissière, ce qui énerve le centurion qui casse la corde facilement. Weed est choqué, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un petit garçon nommé Zephy, qui est de la même race que Pippi, court vers le chauve demandant sa protection alors qu'il est poursuivi par 4 hommes. Le centurion les frappe jusqu'à ce qu'ils s'endorment, mais bientôt le grand groupe de bandits arrive et demande au centurion de leur remettre les enfants. Le centurion leur dit d'aller se faire voir et sort son poignard qui porte le blason du héros Landgrave. Il leur dit de reculer car il travaille sous les ordres du héros, mais l'un des bandits s'avance et sort son propre poignard qui est un peu plus grand que celui du chauve. Le centurion se sent mal à l'aise tandis que le chef des bandits prétend qu'il est en mission secrète sous les ordres du même héros, alors il devrait reculer. Les bandits commencent bientôt à réduire la distance pendant que le centurion se demande ce qu'il doit faire, mais avant que quiconque puisse toucher Pippi, Zell les tranche en deux d'un seul coup d'épée. Les bandits sont choqués par cela et décident de l'attaquer tous en même temps, mais Zell bouge plus vite qu'un serpent alors qu'il tranche tous les bandits sans même transpirer. Le chef des bandits commence à s'agiter alors qu'il brandit sa dague, affirmant que le héros se vengerait, mais Zell tranche la dague dans sa main. Le bandit tombe à terre et demande au centurion de l'aider, mais le centurion le poignarde dans l'autre bras en lui demandant de dire la vérité. Juste avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un homme nommé Fargo apparaît de nulle part et demande ce qui se passe. Le bandit court immédiatement vers lui en affirmant qu'il a fait tout ce qu'il a dit, mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, Fargo le tranche à la gorge, le tuant immédiatement. Il affirme que le poignard a été volé il y a un mois et a dû atterrir dans les bras de ces bandits. Il marche ensuite vers Zell et affirme que c'est un bon combattant, tandis que le centurion le remercie également de les avoir sauvés. La mauvaise herbe, d'autre part, n'est toujours pas convaincue et demande à Fargo pourquoi diable ils ont kidnappé la première princesse Sharon. Fargo le regarde et prétend qu'ils ont son parfait repère, et qu'il était nécessaire de prévenir une guerre. Il affirme qu'il ne peut pas encore la libérer, mais qu'ils peuvent organiser une rencontre. Plus tard dans la soirée, ils ont réussi à battre les bandits restants et à libérer les prisonniers, après quoi ils sont allés se coucher pendant que Weed et Danny se dirigent vers le manoir de Fargo pour organiser une réunion. À leur grande surprise cependant, ils sont rapidement entourés par les mêmes bandits que Zell a tués ce jour-là. Weed est horrifié de réaliser que cette magie provient des Shadowlands, qui transforment les morts en zombies. Une bagarre générale éclate alors que lui et Danny tentent de se frayer un chemin à travers la horde de zombies. Mais peu importe combien ils en tranchent, les zombies se régénèrent simplement et attaquent à nouveau. Fargo les observe tranquillement depuis la fenêtre et décide qu'ils sont tous les deux aussi bons que morts. Alors, il quitte le manoir et se dirige vers le camp pour en finir avec Zephy et toute leur lignée raciste. Il entre dans leur tente seulement pour les trouver endormis, mais malheureusement pour lui, les parents finissent par se réveiller. Il tue rapidement la mère avant que le père ne commence à le combattre, mais Fargo le domine rapidement et le tue également, laissant le petit Zephy seul et sans protection. Juste avant qu'il ne le tue, Pippi lui crie dessus de derrière car elle a tout vu et lui dit de les laisser tranquilles. Pendant ce temps, Danny et Weed sont complètement piégés par les zombies qui sont prêts à les dévorer. Mais bientôt, Danny se souvient qu'elle est la folle au dragon et appelle son stupide dragon qui les sauve une fois de plus. Danny détruit ensuite les zombies avant de s'envoler vers la sécurité avec Weed. Il retourne bientôt au camp où il trouve Fargo en train de tabasser le pauvre Pippi. Même après tout ce bruit, Zephy dort encore profondément. Fargo rit de sa tentative pathétique de sauver le garçon avant d'utiliser sa magie noire pour créer un monstre à partir des parents morts de Zephy. Lorsque Zephy se réveille, il est de nouveau assommé au sol. Fargo se tourne alors vers Pippi et était sur le point de la tuer, mais elle arrive juste à temps pour bloquer l'attaque facilement. Il regarde la monstruosité que Fargo était devenu, mais il s'y attendait déjà puisqu'il était le second du méchant héros Landgrave. Zell utilise rapidement sa propre magie qui crée un tas de tentacules sortant de son derrière avec des épées, ce qui l'aide à se débarrasser rapidement du zombie avant de se tourner vers Fargo. Fargo est plus que choqué de voir cela car il n'a aucune idée de comment un garçon peut être si puissant. Zell cependant ne perd pas de temps et coupe bientôt les bras de Fargo également, mais pendant le tumulte, tout le camp se réveille enfin et en regardant la scène horrifiante, suppose immédiatement que Zell avait perdu la tête et tué la famille de Zephy avant de blesser Fargo également, qui a essayé de les sauver. Ils courent vers lui avec des bâtons et des pierres, tandis que Zell se demande s'il devrait simplement les tuer et en finir, mais heureusement, la garce de dragon arrive à temps et le sauve de toute cette connerie. Plus tard dans la matinée,
Pipi essaie de faire comprendre au chef de camp qu'il se trompe complètement, mais évidemment, il refuse de croire les paroles d'une petite fille stupide. Pendant ce temps, Denny s'excuse auprès de Zell d'avoir tenté de le tuer et affirme qu'elle veut aussi l'aider dans sa quête. Peu après, ils partent sur le dos du dragon directement vers le château de Landgrave pour le coincer et obtenir des informations sur Sharon. Mais il semble que Landgrave ait alerté ses gardes et qu'ils aient formé une mini-armée entourant le château. Dès qu'ils sont repérés dans le ciel étoilé sombre, la brigade du dragon se lance immédiatement dans mouvement, poursuivant Zell et son groupe, tandis que les archers se préparent à lui tirer dessus. Comme si cela ne suffisait pas, les gardes ont décidé de faire appel au gros calibre, et bientôt une énorme machine d'artillerie émerge du château. Wed est choqué de voir cela, mais Zell regarde la machine avec nostalgie en se rappelant l'époque où lui et Landgrave étaient jeunes et avaient pour mission de créer cette arme magique de toutes pièces. À ce moment-là, l'Empire était au bord de la ruine à cause des attaques ennemies, et cette arme était leur dernière ligne de défense. Landgrave était le principal architecte de l'arme, tandis que Zell, le plus fort épéiste du pays, était censé protéger cet endroit des raids ennemis. De retour au présent, la brigade du dragon commence à les poursuivre directement dans la ligne de feu de l'artillerie, tandis que les archers tirent sans relâche sur eux. Wed est confus, car Zell ne se défend pas, mais c'est difficile pour le petit héros de riposter, car tous ces soldats étaient autrefois ses camarades de confiance qui ont combattu à ses côtés. Il essaie de trouver une ouverture, car il ne veut pas tuer ces soldats innocents qui ne font que suivre les ordres, mais il doit agir s'il veut sortir vivant de cette situation. Il sort ses épées magiques et se prépare à se battre lorsque le canon d'artillerie se charge enfin et tire une explosion massive directement sur eux. Mais à la surprise générale, Zell se déplace directement dans l'explosion d'artillerie avant de la trancher avec son épée. Les gardes pensent qu'ils ont tué le petit héros, mais bientôt le dragon de Dany émerge de la fumée et commence à s'envoler. La brigade du dragon suit seulement pour découvrir que Zell et ses compagnons sont introuvables. Prenant conscience de cela, tout le château est plongé dans le désarroi alors que tout le monde commence à chercher ses rebelles. Mais Zell connaît le château comme sa poche puisqu'il y a passé beaucoup de temps et trouve ce passage secret en un rien de temps. En courant à travers les passages étroits, il se retrouve face à face avec le centurion chauve qui se tient sur leur chemin. Confus car seuls les alliés les plus proches du Landgrave connaissent ce passage secret, Zell et les autres saisissent leurs épées, demandant aux chauves de s'écarter. Mais à leur grande surprise, un petit bonhomme se met à pleurer en affirmant qu'il a vu quel genre de monstre était Fargo et qu'il a honte d'admettre qu'il a travaillé pour lui aussi longtemps. Il prétend que Landgrave et Fargo préparent quelque chose de très maléfique et qu'il ne peut plus le supporter. Il prétend également qu'il est celui qui a capturé la princesse Sharon et l'a amenée au sanctuaire. Wed se met en colère à cela et le saisit par le cou, mais Zell lui dit de se calmer. Centurion promet de les emmener à l'endroit où il a laissé les filles et habille les trois en costume de jeunes filles. Bientôt, il les conduit à travers une série de tunnels pour atteindre une grande porte où un groupe d'hommes masqués lui disent de leur laisser les filles. Cette fois cependant, le chauve leur dit d'appeler Fargo car il veut lui parler. Effrayés par le grand homme chauve, les hommes masqués sont vite retournés chercher Fargo avec eux, qui sort lentement avec un bras blessé. Ils réalisent que quelque chose semble avoir pénétré dans le cerveau du centurion lorsqu'il commence à demander ce qu'il faisait avec les filles et qu'il veut voir par lui-même. Il commence à pleurer et révèle qu'il a vu Fargo tuer les parents de Zéphi au camp, mais Fargo est intelligent et commence à le manipuler comme mon ex. Il prétend que les parents de Zéphi étaient des ennemis du royaume, donc il a été forcé de les tuer. Le chauve semble manquer de cerveau ainsi que de cheveux, car il y croit immédiatement et dit à Zell et aux autres que c'était juste un malentendu. Fargo réalise immédiatement que les intrus sont là et poignarde le centurion 2 fois dans le corps, mais avant qu'il ne puisse achever le chauve, Zell entre en action et bloque l'attaque. Fargo recule alors que Zell saute vers lui, mais il parvient à bloquer l'attaque du petit héros au dernier moment. Réalisant que dans son état affaibli, il serait difficile de s'en prendre à Zell, il décide de lui tendre un piège et propose de conclure un accord. Zell, cependant, n'est pas d'humeur et affirme qu'il va le tuer ici même et ensuite ramener les jeunes filles à leur place. Fargo, cependant, rit comme un maniaque avant de révéler qu'il a converti presque toutes les filles en zombies vivants. Zell est consumé par la rage et attaque immédiatement Fargo de toutes ses forces, mais le salaud parvient à bloquer l'attaque avant de passer à l'offensive, forçant Zell à se défendre contre les innombrables tentacules. Zell est repoussé une fois de plus, tandis que Wed lui dit d'utiliser ses propres épées noires contre ce monstre. Zell répond qu'il ne peut pas utiliser tous ses pouvoirs quand il ne peut pas voir la lune, ce qui signifie qu'il est à un grand désavantage ici. Wed s'en aperçoit et saute immédiatement pour aider, suivi de Dany qui part dans l'autre direction, créant une attaque en tenaille des deux côtés. Fargo voit cela facilement et rit en décidant d'ignorer les deux autres perdants et concentre tous ses tentacules vers Zell.
Heureusement, Zell parvient à esquiver les attaques à nouveau, mais Fargo trouve une ouverture et désarme Zell avant de le poignarder au bras. Fargo est sur le point de finir le travail lorsque le centurion lance la dague spéciale avec l'emblème du Landgrave vers Zell. Il l'attrape facilement, et à l'horreur de Fargo, il sort la dague et saute vers le monstre avant de le poignarder à la tête, mettant ainsi fin à son histoire sur le champ. Zell se lève encore une fois et sans dire un mot de plus, dit à Wade et Danny de le suivre dans la pièce suivante, laissant le centurion pleurer la mort de Fargo. Bientôt, ils entrent dans la chambre intérieure où se trouve le sanctuaire et ils aperçoivent Landgrave debout là, avec les scientifiques masqués tandis que Sharon la princesse est attachée à un autel, pendant que d'étranges tentacules lui aspirent son énergie vitale. Zell commence à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire trancher tous ceux qui s'approchent de lui, tandis que les scientifiques tremblent de peur. Landgrave, cependant, ne semble pas trop inquiet et leur dit de continuer leur travail. Mais bientôt, Wade et Danny entrent aussi dans la chambre et se dirigent immédiatement vers Sharon. Ils tuent les scientifiques restants et libèrent Sharon de l'hôtel où elle repose à peine vivante. Landgrave devient furieux et leur crie dessus qu'il est le héros qui a sauvé le royaume et chacun d'entre eux des griffes maléfiques de l'empire ennemi et qu'il devrait lui baiser les pieds pour cela au lieu de se battre contre lui. Mais cela ne fait que rendre Zell plus triste alors qu'il se demande s'il y a jamais eu un moment où Landgrave était un noble guerrier. Landgrave ne reconnaît toujours pas Zell et se demande pourquoi cet enfant le regarde avec tant de pitié, mais avant qu'il ne puisse comprendre qui il était, Zell l'attaque avec une frappe rapide. Cependant, Landgrave est bien plus rapide qu'il n'y paraît puisqu'il esquive les attaques avec des mouvements de singe et retombe au sol. Zell essaie d'attaquer à nouveau, mais Landgrave bloque son coup avec sa propre épée et le repousse. Il se moque de Zell, affirmant qu'il n'est pas assez fort pour l'affronter, tandis que Zell maudit le fait qu'il ne peut pas voir la lune en ce moment. Cette fois, Landgrave passe à l'offensive et tente d'attaquer Zell, qui esquive le coup avant de bloquer également un coup de pied puissant. Landgrave lance immédiatement quelques poignards que Zell esquive. Mais Landgrave continue et force Zell à reculer avec une série d'attaques. Landgrave réalise qu'il doit faire quelque chose de sournois, alors il sort secrètement un autre poignard et parvient à entailler Zell dans le dos. Avant qu'il ne puisse célébrer pourtant, Landgrave réalise qu'il a même été entaillé dans le processus. En colère face à ce manque de respect, Landgrave jette la prudence au vent et attaque Zell de front, mais cette fois, Zell prend le dessus et le tranche dans le dos. Il sait que Landgrave fonce tête baissée chaque fois qu'il se met en colère, alors il le provoque encore plus, ce qui finit par fonctionner car Landgrave se lance à fond pour porter un coup, seulement pour recevoir plusieurs entailles sur le corps. Cela se transforme en un bain de sang total, alors que Zell et Landgrave s'attaquent mutuellement encore et encore, sans aucune pause, lorsqu'à un moment donné, Landgrave se rend compte que ces attaques lui semblent familières. Il recule et demande d'où il a appris ses mouvements, mais dès que Zell prend à nouveau position, le Landgrave est forcé de se rappeler qu'il est l'un des héros qu'ils ont tués pour se sauver. Zell profite de cette confusion et utilise le choc du Landgrave contre lui en lançant une attaque spéciale, poignardant le Landgrave sur tout le corps. Le Landgrave tombe au sol tandis que Zell se force à finir le travail. Le Landgrave n'en croit pas ses yeux et demande comment diable Zell a réussi à rester en vie alors qu'il a été coupé en morceaux et jeté d'une falaise, mais Zell refuse de répondre et va pour le coup de grâce. Juste avant qu'il puisse porter le coup final, cependant, un groupe de guerrières en armure émerge et bloque ses attaques avant de l'entourer de tous côtés. Zell est trop fatigué pour se battre et s'effondre sur le sol, tandis que Landgrave lui demande avec impatience le secret de son apparence si jeune même après 20 ans. Zell réalise que Landgrave utilisait toutes ces femmes demi-humaines pour inverser son vieillissement, tandis que Landgrave dit aux scientifiques qu'ils ont reçu le spécimen parfait pour faire leur expérience. Il ordonne aux scientifiques de lui mettre l'insecte maudit qui fera de lui un esclave, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Zell finit par devenir fou alors qu'une multitude de tentacules noirs émergent de son corps, tuant les scientifiques autour de lui. Landgrave réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ordonne aux guerriers de le tuer, mais Zell rit simplement et tabasse la femme comme un redneck américain typique. Landgrave commence à crier comme un putain, disant aux guerrières de tuer le monstre, mais Zell les abat rapidement et les renvoie à la cuisine. Landgrave est horrifié par cette scène, mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, un énorme rocher tombe du plafond et l'écrase en dessous. Zell rit comme un vrai psychopathe en semant la mort et la destruction autour de lui, faisant même peur à Wade et Danny, mais sa colère est uniquement dirigée contre Landgrave. Un des scientifiques ne sait pas comment jauger l'atmosphère et demande s'il pourrait faire des expériences sur lui. Et Zell répond en le tranchant en deux. Landgrave n'arrive pas à croire que cela lui arrive et rampe sur le sol tandis que Zell lui dit qu'il est tout aussi grand salaud qu'il l'était avant, ce qui rendrait le tuer beaucoup plus facile. Landgrave implore pour sa vie, mais Zell lui tranche le bras en affirmant qu'il n'y aura pas de pitié pour lui. Landgrave décide à nouveau de manipuler et de faire du gaslighting à Zell en lui rappelant toutes les fois qu'ils ont combattu ensemble et s'entraider, mais contrairement à mon ex, Landgrave n'est pas très bon à cela, ce qui résulte en sa mort lorsque Zell le transforme en gruyère en le poignardant de partout sur le corps.
Wyatt et Danny regardent avec horreur Zell regarder le corps sans vie de Landgrave en affirmant qu'il en reste encore 6 à faire. Mais bientôt ses pouvoirs s'épuisent et il tombe au sol inconscient. Danny l'attrape rapidement et réalise que son corps est trop maigre et faible. Elle commence à paniquer mais sa sœur aînée lui dit de ne pas s'inquiéter car Zell survivra à cela. Selon elle, il a perdu le contrôle de ses pouvoirs et en a libéré une grande quantité d'un coup, mais il devrait se rétablir avec suffisamment de repos. C'était un soulagement mais les problèmes semblent ne pas finir alors que la grotte commence à céder et que l'eau d'un lac voisin commence à s'engouffrer dans les couloirs. Danny porte immédiatement Zell sur son épaule et court vers la sortie suivi par Wyatt et Sharon. Et en chemin, ils aperçoivent également le Centurion qui n'arrive toujours pas à surmonter la mort de Fargo et finit par mourir dans les tunnels qui s'effondrent. D'une manière ou d'une autre, Wyatt et Danny se frayent un chemin à travers le complexe système de grottes et trouvent leur dragon avant de s'envoler à nouveau vers le ciel pour fuir le plus loin possible. Les gardes regardent le dragon s'envoler dans le ciel, ce qui les rend perplexes, et ils commencent rapidement à chercher le Landgrave dans le château, ce qui donne à Zell et à son groupe suffisamment de temps pour disparaître dans les montagnes. Quelques jours passent après cela, et les soldats sont toujours incapables de trouver le Landgrave dans tous les décombres. Une réunion est organisée pour les hauts fonctionnaires où il est officiellement déclaré que le Landgrave est mort et que ses funérailles auront lieu dans la ville même. Toute la ville entre en deuil alors que le cortège du Landgrave traverse les rues de manière magnifique, tandis que les gens du peuple jettent des fleurs et pleurent pour lui. Pippi et Althea observent tout cela depuis la touche sans connaître le dernier développement, mais quand ils réalisent que Landgrave est mort, ils poussent un soupir de soulagement en espérant que cela signifie que Zell et les autres sont vivants et en bonne santé. À leur surprise, Weed, déguisé en moine, les trouve dans la ruelle et les ramène à la planque où Zell se remet. Le refuge s'avère être une grotte profondément enfouie dans la forêt sur la montagne où ils trouvent Zell, Danny et Sharon en train de se reposer. Pippi saute sur Zell les larmes aux yeux et lui demande pourquoi il semble si petit. Zell lui-même ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais promet qu'il reviendra bientôt à la normale. Le lendemain matin, il les emmène dans un lieu sacré où il a combattu contre vent et marée il y a 20 ans avec ses camarades soldats et héros mais a été trahi. Soudain, il entend un cortège funéraire de Landgrave arriver à cet endroit même, ce qui le remplit de peur et de colère, car cet endroit est sacré pour lui et va maintenant être ruiné, mais il se retient et recule tandis que les soldats jurent de se venger des traîtres qui ont tué leur héros. Il regarde en arrière vers son groupe et leur dit qu'ils devraient tous le laisser maintenant car il est un ennemi de tout le royaume qui sera chassé chaque jour de sa vie, mais qu'il ne va toujours pas s'arrêter et qu'il tuera les 6 héros restants. Cette nuit-là, ils passent tous une nuit agitée en se demandant que faire ensuite, mais Althea, Danny et Pippi décident toutes de rester avec Zell pour le meilleur ou pour le pire, tandis que Wyatt décide de rentrer pour mettre Sharon en sécurité et la protéger. Tout le royaume semble être en état d'alerte maximale depuis que le roi a convoqué une réunion de tous les 6 héros restants et leur a dit d'être à l'affût de ce tueur de héros qui a assassiné Landgrave. L'un des héros nommé Barrister devient un peu trop nerveux car il se rend compte que son territoire est très proche de celui de Landgrave et que le traître entrera probablement dans sa zone ensuite. Il renforce immédiatement la sécurité et ordonne une chasse à l'homme pour trouver le traître, mais contrairement aux soldats de Landgrave, ces soldats sont des bandits sans pitié qui utilisent cette chasse à l'homme comme prétexte pour piller et voler les villages de la région en prétendant chercher Zell. Pendant qu'il pillait un de ces villages, Zell décide d'agir et se montre au grand jour. Les soldats sont d'abord confus, ne pensant pas que cet enfant pourrait avoir de l'importance, mais l'un des soldats reconnaît les cheveux blancs et l'œil effrayé. Ils attaquent tous Zell en même temps, mais il les neutralise rapidement d'un seul coup avant de continuer. Alors qu'il s'occupait de ces soldats dans les villages, Ultia et les filles ont été envoyées dans une taverne où elles se produisaient pour obtenir autant d'informations que possible sur ce territoire. Pippi n'aime pas vraiment être une artiste, mais sa danse avec Danny fait beaucoup parler en ce moment et tout le monde veut les voir. Une nuit, alors que des acteurs jouaient une pièce sur Zell et comment il a traîtreusement tué Landgrave, certains soldats sont entrés dans la taverne et les ont repoussés. Ils ont dit aux acteurs de dégager car ils sont là pour voir les filles danser. Mais avant que le soldat ne puisse blesser l'un des acteurs, Danny saute immédiatement en action et bloque son coup. Malheureusement pour elle, l'épée du soldat est beaucoup plus forte et coupe son bâton en bois, la laissant sans défense. Mais avant que le soldat puisse attaquer, un des hommes du public nommé Fist le saisit par derrière avant de le jeter au loin. Il affirme que ses acteurs font de leur mieux pour raconter une histoire et que tout le monde devrait respecter cela. Mais les soldats pensent autrement et essaient de l'attaquer pour finalement se faire casser les bras et les jambes. Bientôt, l'homme quitte la taverne tandis que Zell se tient dehors parmi la foule. Il réalise que cet homme est l'un des épéistes les plus forts du pays et travaille actuellement sous les ordres de Glenn, alors il décide que ce n'est pas le bon moment pour entrer et se cacher.
Quelques jours passent après cela, quand un jour, 4 chevaliers entrent dans la chambre de Pippi pour chercher le tueur de héros. Pippi est choqué car l'un des hommes avec des lunettes a un esprit spécial capable de détecter les demi-humains. L'esprit renifle Pippi un peu comme un chien de narcotique avant de reculer, tandis que Pippi est terrifiée en se demandant comment elle peut informer les autres de ce nouveau développement. Soudain, l'esprit capture une nouvelle odeur et commence à briller intensément, alors les 4 chevaliers partent immédiatement en suivant la nouvelle piste. Inconnu de tous, Zell marchait dans les couloirs en réfléchissant à son prochain mouvement quand il se retrouve soudain face à face avec les 4 chevaliers. L'esprit commence à briller intensément, indiquant que c'est l'homme qu'il cherchait, tandis que la chef des chevaliers nommée Elsaria se présente et dit à Zell de se rendre immédiatement. De l'autre côté de l'Empire, Fist retourne dans la ville sous le contrôle de Glenn, où il le trouve en train de s'entraîner à l'académie légendaire des épéistes. Sans aucun avertissement, Fist saute par-dessus tous les gardes et les soldats avec une facilité extrême et tente d'attaquer Glenn lui-même. Son attaque est bloquée par le héros, tandis que les autres gardes sont horrifiés de voir un héros être attaqué. Fist dit à Glenn que ses gardes sont trop lents, mais Glenn n'est pas d'humeur à s'amuser et l'emmène dans sa chambre pour une réunion. Il demande à Fist s'il a entendu parler du tueur de héros traître qui rôde dans le pays et ordonne à Fist de tuer ce traître et de lui apporter sa tête. Fist ne tressaille même pas et accepte immédiatement la mission, tandis que le reste des gardes supérieurs bouillonnent de colère car ils sont plus âgés que lui et pourtant le héros l'a choisi pour une mission si importante. L'un des chevaliers seniors, nommé Rosen, leur dit cependant de ne pas le prendre personnellement car Glenn connaît Fist depuis longtemps et l'a même laissé sous la garde de son ancien maître Glee, qui dirige l'académie. Selon lui, Fist est actuellement l'un des plus forts épéistes du pays et l'une des seules personnes qui pourrait même rêver d'hériter du titre de plus fort épéiste qui était autrefois détenu par Zell. De retour sur le toit, Glenn regarde les hommes s'entraîner aux côtés de Glee et lui demande si elle lui en veut toujours d'avoir tué Zell. La voix de Glee devient lourde d'émotion lorsqu'elle affirme qu'elle ne pourra jamais lui pardonner d'avoir fait cela, car Zell était le jeune homme le plus doué et talentueux qu'elle ait jamais formé. À l'âge de 16 ans, il était déjà le plus fort épéiste du monde, et ses pouvoirs grandissaient chaque jour. Plus que cela, il était comme un enfant adopté puisqu'elle l'avait élevé depuis qu'il était un jeune orphelin. Elle affirme qu'elle trouve toujours très difficile de croire que Zell ait pu trahir le pays, car il était l'une des personnes les plus gentilles et justes qu'elle ait jamais connues. Glenn regarde vers le bas avec tristesse et révèle finalement que Zell, en fait, n'a pas trahi le royaume de son plein gré et que son cœur était à la bonne place, mais il était tellement jaloux de ses talents qu'ils ont fini par le tuer ainsi que les 3 autres héros. Glee est choquée par cette révélation et les yeux remplis de larmes, elle demande pourquoi il fallait traîner son nom dans la boue et l'appeler traître s'il n'avait jamais rien fait de mal. Glenn lui dit qu'elle doit se taire et servir fidèlement le royaume selon ses vœux, sinon Glenn n'aura pas d'autre choix que de la tuer. Glee retient ses larmes et lui dit qu'elle n'a pas peur de lui, mais en même temps, elle sait que son devoir envers le royaume est plus important que sa haine personnelle, donc elle continuera à travailler pour la paix du pays. De retour sur le territoire de l'avocat, les 4 chevaliers poursuivent Zell à travers les toits et l'attaquent par derrière tandis qu'il continue de se défendre et de bloquer l'attaque alors qu'il s'enfuit. Elsaria le traite de lâche et lui crie de les affronter, mais Zell n'a pas cette option car il a gardé tout son équipement et ses armes dans une cachette souterraine pendant qu'il se cachait dans la ville. Soudain, Dany saute sur le toit en brandissant ses épées et dit aux 4 chevaliers de se retirer. Elsaria est surprise de savoir que le traître a des amis, mais cela déclenche la colère de Dany qui crie à Elsaria d'arrêter de l'appeler un traître puisqu'il a bien fait de tuer le Landgrave. Elle affirme qu'Elsaria n'a aucune idée qu'elle travaille pour les monstres les plus dérangés sur Terre, tandis que Zell est le véritable héros pour qui elle est prête à mourir en combattant. Avec cela, elle saute vers Elsaria avec ses épées, mais ses coéquipiers lui lancent immédiatement des chaînes. Heureusement, Zell détourne les chaînes tandis que Dany s'affronte à plusieurs reprises avec Elsaria tandis que Zell continue d'être attaqué par ses coéquipiers. Bientôt, cela se transforme en un combat à mort général alors que Zell se bat pour sa vie avec ses petits poignards tandis que Dany essaie de suivre Elsaria. Malheureusement, ils sont en infériorité numérique et le nerd du groupe d'Elsaria utilise la magie du feu pour la repousser. Dany, cependant, n'est pas faible et se relève encore une fois pour se battre pendant que Zell lui crie de reculer car ils ne peuvent pas se battre ici. À cause de son style de combat irréfléchi, Zell est incapable de se concentrer sur les ennemis et est constamment distraite par elle. Les adversaires en profitent et l'un d'eux lui lance un couteau, la poignardant dans le dos. Dany tombe au sol de douleur, mais heureusement Zell la rattrape et saute du bâtiment dans le bateau qui attendait en bas. Altia commence immédiatement à ramer et d'une manière ou d'une autre, ils parviennent à échapper aux 4 chevaliers jusqu'à leur cachette. Altia et Pippi commencent à soigner Dany qui devient fiévreuse à cause de ses blessures, tandis que Zell affirme avec colère qu'il ne peut pas se battre avec un combattant aussi immature. Tard dans la nuit, il se fraye un chemin à travers les tunnels souterrains et récupère son équipement avant de sortir tout en pensant que si tout allait bien, il aurait pu former de nouveaux épéistes aux côtés de son maître Glee, et là, Dany aurait pu devenir un grand épéiste car il a beaucoup de talent brut.
Ses pensées sont interrompues par les 4 chevaliers qui attendent qu'il sorte dehors et l'entourent de tous les côtés. La bataille commence et les 4 chevaliers commencent immédiatement à l'attaquer de tous les côtés, ne lui laissant même pas un instant de répit, mais elle continue de les surpasser car il trouve des failles dans leur défense et parvient même à porter un coup contre Elsaria, bien que seulement sur son armure. Un des chevaliers se demande s'ils pourront abattre cet homme, mais l'autre le rassure en disant que la bataille est presque terminée puisque le nerd a enfin créé une barrière autour de cette zone qui rendra Zell lent et fatigué avant de l'endormir. Zell commence immédiatement à ressentir les effets alors qu'il tombe au sol, fatigué, incapable de comprendre ce qui se passe dans son corps, tandis qu'Elsaria marche lentement vers lui en affirmant qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter car il ne ressentira rien lorsqu'elle lui tranchera la tête. Elle lève son épée et l'abat, mais à sa surprise, Zell a encore assez de force pour bloquer son attaque avec ses bras. Soudain, la barrière autour d'eux tombe et Zell récupère immédiatement son énergie et esquive son attaque avant de reculer. Il regarde autour de lui et voit Dany blessé marcher vers lui avec un morceau de talisman déchiré qui a brisé la barrière. Dany rejoint immédiatement la bataille où elle est attaquée par l'un des chevaliers, mais elle bloque le poignard et se tient courageusement à côté de Zell. La bataille recommence alors qu'Elsaria attaque Zell qui bloque et esquive ses attaques tout en réalisant qu'il n'est toujours pas complètement rétabli. Complètement. Il regarde vers Dany car elle pourrait avoir besoin de son aide, mais à sa surprise, Dany semble avoir appris de son erreur et elle se bat beaucoup plus prudemment cette fois. Ils se regroupent à nouveau et tout semble bien se passer quand soudain les murs derrière eux explosent et Dany finit par être grièvement blessé. Zell est tout aussi confus que les 4 chevaliers lorsqu'ils voient non des flèches enflammées tomber du ciel, tandis que les gens du peuple courent vers la sécurité. Elsaria réalise immédiatement que c'est l'œuvre de Barrister qui est si paranoïaque qu'il a décidé de raser la ville pour trouver son assassin potentiel. Heureusement, cette petite distraction donne à Zell suffisamment de temps et il s'enfuit de la scène avec Dany vers la sécurité. Il pose Dany sur le sol pour l'examiner, seulement pour réaliser que son état est assez grave. Elle semble avoir cassé plusieurs os, et même son pouls est très faible. Des larmes coulent sur ses joues, tandis qu'elle regarde Zell et demande si elle a bien fait. Zell prend immédiatement sa main et lui dit de se détendre car elle a été incroyable et qu'il est très fier d'elle. Cela lui apporte un peu de réconfort, mais ses blessures sont très graves et bientôt elle commence à lutter pour rester en vie. Zell lui crie de contrôler sa respiration et de se battre pour sa vie, mais lentement son corps devient mou alors que la force vitale commence à s'échapper de son corps. Zell réalise qu'elle est quasiment morte. Quand elle arrête complètement de répondre, alors dans un dernier effort désespéré, il sort son épée et la lèche avec sa langue, faisant couler du sang dans sa bouche. Immédiatement après, il embrasse Dany sur les lèvres, transférant une partie de sa force vitale dans son gosier, mais je pense que c'était juste une excuse pour avoir un peu d'action. Des larmes commencent à se former dans ses yeux, alors qu'il prie Dieu pour que sa technique fonctionne, et à sa surprise, Dany commence à se tordre de douleur sur le sol. Mais cela signifie qu'elle est vivante. Il lui dit d'accepter son sang et de ne pas lutter tandis que les explosions de l'artillerie détruisent complètement plusieurs maisons. Pendant ce temps, l'armée de Barrister réussit à créer une brèche béante dans les murs, plus grande que celle de mon cœur. Ils prennent d'assaut la ville à la manière indienne, alors que les éléphants commencent à défiler et que les soldats commencent à piller tous les magasins qu'ils peuvent trouver. Heureusement, Elsaria arrive juste à temps et ordonne à l'un des capitaines de mettre fin à cette folie immédiatement puisqu'ils n'ont pas le droit d'attaquer la ville. Le capitaine prend peur car Elsaria était la fille d'un noble riche et puissant, mais l'un des commandants intervient et dit à Elsaria qu'ils ont tout à fait le droit de détruire la ville entière puisque les gens et le seigneur ici cachent les assassins prêts à tuer Lord Barrister. Et une offense comme celle-là signifie la destruction totale. Elsaria essaie de discuter et demande une preuve quelconque, mais tout comme mon père, le commandant crie qu'il n'a besoin d'aucune preuve pour ses déclarations farfelues. Il promet de raser cette ville et d'exécuter son seigneur dès qu'ils mettront la main sur lui. Elsaria est choqué et se demande pourquoi diable un héros nommerait-il un commandant aussi vil et barbare. Le commandant, quant à lui, rit simplement et dit à Elsaria et à son groupe de rester à l'écart et de regarder de loin sans interférer, sinon son armée les détruira également. Ensuite, le commandant ordonne à son armée d'avancer vers le manoir du seigneur et de le démolir brique par brique avant de lui amener le seigneur. Les soldats passent immédiatement à l'action en commençant à marcher devant, tandis qu'Elsaria crie à son groupe qu'ils ont besoin d'un plan pour surmonter ce problème. Pendant ce temps, Zell était toujours assis avec Dany, espérant qu'elle reprendrait conscience, et à sa surprise, Dany finit par tousser et ouvre réellement les yeux, remerciant Zell de lui avoir sauvé la vie. Zell ressent une vague de soulagement en se levant et lui dit d'attendre que la lune se lève car elle lui donnera l'énergie dont elle a besoin. Une fois qu'elle sera reposée, elle devra venir le retrouver car il pourrait avoir besoin de soutien dans ce combat. Pendant ce temps, les soldats commencent à détruire la ville avec leurs éléphants et à tout brûler alors que les enfants et leur mère courent dans toutes les directions, se demandant pourquoi un héros qui est censé être leur sauveur veut tant les tuer.
La ville commence à s'effondrer, alors que 2 membres du groupe de mercenaires à l'intérieur de la ville sont sur le point de déclencher une guerre civile en essayant de trouver un moyen de vaincre cette armée, tandis qu'Elseria se sent complètement impuissante en se souvenant que Dany lui a dit que les héros qu'elle essaie de défendre sont en fait des monstres. Le commandant et le capitaine regardent tous deux la destruction d'en haut, mais le commandant n'est toujours pas satisfait du niveau de destruction causé, alors il ordonne aux troupes d'aller de maison en maison et de commencer à punir les habitants pour avoir laissé un rebelle rester dans la ville. Elseria n'arrive pas à y croire alors que les soldats commencent à tuer des hommes et des femmes innocents partout dans la ville. Elle essaie d'aider un enfant et sa mère, mais est arrêtée par ses camarades de partie qui affirment qu'elle ne peut rien faire ici. Les larmes coulent sur ses joues alors qu'elle lutte pour se libérer et sauver la vie de cet enfant, mais à sa grande surprise, Zell arrive à la toute dernière minute, tranchant la tête du soldat d'un geste rapide. L'autre soldat est tellement horrifié qu'il tombe au sol de peur, tandis que Zell proclame qu'il est le tueur de héros qu'il cherchait. Le soldat crie pour obtenir des renforts, et bientôt un peloton de soldats apparaît avec leur chef pour abattre le tueur de héros. Ils se tiennent tous dans une confrontation contre Zell, mais tous ont trop peur de l'affronter, ce qui énerve leur chef, tandis que Zell se moque d'eux pour leur peur de lui, alors qu'il prenait tant de plaisir à tuer des innocents qui ne peuvent pas se défendre. Finalement, quelques soldats trouvent le courage de l'attaquer, mais Zell n'a aucun mal à les trancher avant de passer au groupe suivant de soldats qu'il découpe comme un gâteau. Certains des soldats essaient d'utiliser leur lance comme un avantage, mais Zell est trop rapide et réduit la distance avant de les trancher en morceaux également. Le chef de peloton hurle à ses archers de l'abattre, mais Zell parvient à esquiver leurs flèches et les tue avant de s'attaquer au chef de peloton lui-même. Il tue le chef de peloton sans problème et crie aux civils de courir se mettre à l'abri. Pendant ce temps, Althea parvient à arrêter la guerre civile entre les deux groupes de mercenaires car elle connaissait les deux chefs et les a aidés à se faufiler dans le centre-ville. Elle réussit à les unir et avec les civils armés, ils décident de riposter contre l'armée du héros. De retour au front, le capitaine se sent confiant quant aux chances de victoire car Zell est seul contre une armée massive et il n'y a aucun moyen qu'il trouve une issue vivante à cette bataille. Malheureusement, il entend bientôt parler des civils montant une contre-attaque et sa confiance commence lentement à disparaître. Menés par Althea, les deux groupes de mercenaires commencent à percer les rangs ennemis tandis que les civils utilisent des boucliers pour se protéger des flèches. Elseria et son groupe remarque que Zell à lui seul a pratiquement inversé le cours de la bataille et qu'il est très proche de briser le moral des forces ennemies, mais ils réalisent aussi qu'il commence à se fatiguer. Elseria prend une décision difficile et décide en gros de s'allier avec Zell et ordonne à son groupe de défendre les civils innocents contre les forces ennemies. Cependant, avant qu'ils ne puissent partir, une vague de terreur s'empare des forces ennemies alors qu'ils crient qu'une fille extrêmement forte les tue par derrière. Il s'avère que cette fille est Dany elle-même, qui a maintenant des cheveux blancs et de petites plumes sur son corps pour une raison quelconque. Elle élimine rapidement les ennemis devant elle et retrouve Zell, qui est heureux de la voir de nouveau sur pied. Il lui demande si elle souhaite se battre à ses côtés et elle accepte avec enthousiasme cette opportunité. Bientôt, le combat reprend, mais les ennemis ne sont pas à la hauteur face à la puissance combinée de Zell et Dany alors qu'ils battent tout le peloton en un temps record. Cela brise la confiance de l'ennemi alors que les soldats commencent à s'enfuir, mais leur fuite est coupée par Elseria et son groupe qui commencent à éliminer les soldats un par un. Zell et Dany continuent de supprimer quiconque se met sur leur chemin, et bientôt même le commandant décide de s'enfuir mais dit au capitaine de tenir la ligne et promet d'amener des renforts. Cependant, les soldats perdent complètement tout espoir après avoir vu leur commandant fuir, et ils commencent tous à s'enfuir du combat en étant poursuivis par les habitants. Comme avec une escouade de cavaliers de dragons pour semer la destruction, tandis qu'une unité d'éléphants entre également dans la ville, le capitaine pense que la bataille est terminée maintenant, mais Barrister semble être devenu fou car il détruit sa propre unité d'éléphants sans aucune raison. Le capitaine réalise que son héros est fou et commence à courir pour sauver sa vie à travers les ruelles où il est arrêté par Elseria et son équipage. Il lui demande de révéler toutes les informations qu'il a sur Barrister, mais le capitaine décide de s'enfuir pour être finalement mis au fer par le groupe d'Elseria. De retour sur le champ de bataille, le chef mercenaire commence lentement à perdre espoir en voyant l'escadron de dragons voler au-dessus, et un morceau de débris l'aurait écrasé si ce n'était pour Zell qui l'a brisé avec son épée et dit au chef mercenaire de se relever et de combattre à nouveau. Zell décide qu'il est urgent de s'occuper de l'escouade de dragons, alors il dit à Dany de le suivre en sautant de poutre en poutre avant de se lancer dans le ciel éclairé par la lune. Soudain, une multitude d'épées magiques apparaissent de son corps, tandis qu'il s'occupe rapidement de plusieurs cavaliers de dragons à la fois. Tout le monde est choqué par cette démonstration et les cavaliers de dragons sont remplis de peur car ils ne savent même pas quel genre de monstre ils combattent. Dany se lance également dans l'action en prenant le contrôle d'un des dragons et commence à tuer quiconque oserait se mettre en travers de son chemin. Certains des mages essaient de l'attaquer avec le sort mortel, mais l'épée de Zell parvient à bloquer et à renvoyer la magie à son utilisateur, le tuant immédiatement.
Zell saute sur l'une des tours de l'horloge tandis que les villageois le regardent avec admiration alors qu'ils réalisent que Zell est le véritable héros qui les protège de ces monstres. Le commandant ordonne à l'escadron de dragons de concentrer toutes leurs attaques sur le tueur de héros, mais avant qu'ils ne puissent lancer une attaque, les mercenaires commencent à les abattre du ciel avec l'aide de leurs énormes arbalètes qu'ils ont volé directement de Game of Thrones. Les arbalètes sont très efficaces car elles abattent la plupart des dragons, offrant un grand avantage tandis que le chef mercenaire proclame Zell comme leur héros. Au début, les locaux sont choqués, mais ils se joignent bientôt à leur voix en chantant pour Zell comme leur héros alors que la bataille continue. Zell ne s'en soucie pas vraiment car il se concentre sur la bataille et commence à s'occuper du reste de l'escadron de dragons avant de sauter sur le dragon que Dany montait. Le commandant se rend compte une fois de plus qu'il n'est pas de taille face à Zell et décide de fuir après avoir ordonné aux hommes de continuer à se battre pendant qu'il obtient des renforts supplémentaires. Cela ne plaît évidemment pas aux soldats qui perdent immédiatement la volonté de se battre, tandis que Zell les élimine un par un. Le commandant se rend compte qu'il n'y a qu'un seul moyen de gagner le combat, c'est de prendre le contrôle d'un des navires de guerre créés par Glenn qui est caché dans la ville. Il pense à comment le barrister lui donnera tant de richesses s'il parvient à gagner cette bataille pour lui, mais avant qu'il ne puisse atteindre l'endroit où le bateau était caché, le bateau lui-même commence à flotter dans les airs tandis que le capitaine était suspendu à une corde. Le commandant réalise que le capitaine a dû se faire attraper et a déjà vendu la mèche à Elsaria et son équipage. L'avocat, quant à lui, n'a aucune idée de ce développement et pense qu'un de ses hommes a déjà capturé le navire amiral de Glenn et qu'il est en train de le lui apporter. Cela lui donne beaucoup d'options car il peut simplement réduire la ville entière en poussière et en cendres maintenant sans craindre d'endommager le navire. Il se souvient comment sa demande de créer son propre cuirassé a été rejetée sans aucune explication, alors que Glenn en a construit un pour lui-même sans problème. Cela a vraiment affecté Barrister, qui a commencé à détester Glenn pour toujours se comporter comme s'ils n'étaient pas égaux, alors qu'en réalité, ils sont tous les deux des héros. Il se souvient du moment dans la forêt où les 7 héros étaient regroupés autour d'un feu de camp, se demandant comment les 4 héros parviendraient jamais à sortir vivants de cette bataille. Glenn affirme que Zell est un gars qui a déjà affronté de nombreuses situations impossibles, mais qui a réussi à s'en sortir avec victoire et toujours avec un sourire sur son visage. Soudain, il se demande ce qu'ils feront s'il parvient réellement à gagner cette bataille impossible aussi. Landgrave affirme que Zell est un bon ami et qu'il ne dira probablement pas au roi que les héros restants se cachaient dans la forêt. Mais Glenn n'en est pas si sûr et affirme qu'ils doivent être préparés au cas où Zell parviendrait également à s'en sortir de cette bataille. Alors qu'il traversait cette crise, Zell abattait ses hommes à tout va et se dirigeait directement vers son château flottant. Les cavaliers mages tentent de l'arrêter avec leur magie, mais Dany parvient à les esquiver tous avant que Zell ne les tranche avec ses épées magiques. Le barrister remarque finalement Zell volant droit vers lui et décide de le faire exploser hors du ciel en utilisant son méga canon, mais heureusement pour Zell, la visée du barrister est semblable à moi essayant de viser la cuvette en étant ivre. Elsaria se rend compte que le barrister a complètement perdu la tête et demande à son coéquipier d'armer le vaisseau de guerre car ils vont essayer de détruire le château du barrister depuis le ciel. Elle s'excuse auprès de son équipage de les avoir entraînés dans cette situation car en suivant ses ordres, ils vont attaquer un héros du pays, ce qui est un crime très grave, mais son équipage affirme qu'ils s'en sortiront d'une manière ou d'une autre et que c'est elle qui devra faire face aux conséquences car elle est une noble bien connue. Elle sourit, affirmant que cette tactique impitoyable nuira certainement un peu à la position de son père, mais son père l'a élevée pour lutter contre l'injustice, ce qu'elle fait exactement. Elle leur ordonne d'armer le canon immédiatement et une fois que tout est prêt, elle donne l'ordre de tirer. Immédiatement, une épée géante émerge du vaisseau de guerre et tire une attaque de foudre extrêmement puissante qui détruit tout sur son passage tout en endommageant sérieusement le château flottant. Le barrister est choqué de voir que le cuirassé tire sur lui puisqu'il pensait en avoir le commandement, et cela le bouleverse vraiment car il commence à pleurer et ordonne une contre-attaque. L'artillerie du château tire en retour une décharge éclair, mais heureusement le cuirassé est beaucoup plus rapide et parvient à éviter l'attaque de quelques centimètres. Pendant ce temps, Dany a du mal à sortir de la ligne d'attaque et s'inquiète de se faire prendre dans la suivante, mais Zell lui dit de rester près des murs et de monter directement les tours. Dany suit ses instructions et parvient à atteindre en toute sécurité la tour supérieure où Barrister se cache. Le héros peu avenant est choqué de voir Zell juste devant sa fenêtre pendant qu'il dit à Dany de s'éloigner pour l'instant et de revenir pour lui plus tard. Sans perdre une seconde après cela, Zell saute du dragon et utilise ses épées pour briser la fenêtre et entrer dans sa forteresse. Barrister, cependant, parvient à s'échapper de cette zone et commence à courir dans les escaliers en essayant de trouver un endroit pour se cacher, tout en se souvenant de la façon dont Zell était toujours là pour l'aider, mais il l'a quand même tué de sang-froid. Pendant ce temps, Elsaria n'a aucune idée que Zell est toujours dans la forteresse flottante, alors qu'elle ordonne une nouvelle attaque sur le château, le secouant complètement. Zell jette un coup d'œil par la fenêtre et remarque que tous les occupants du château évacuent à travers des capsules de sécurité et se précipitent, déterminés à ne pas laisser Barrister s'échapper.
Pendant ce temps, les soldats commencent à se battre pour entrer dans la dernière capsule de sécurité lorsque Barrister arrive sur les lieux, leur demandant de s'écarter et de le laisser entrer. Sans même remarquer qui c'est, le soldat le repousse au sol même après avoir réalisé que c'est le héros lui-même. Il ne se préoccupe pas vraiment d'une évasion, le laissant seul pendant qu'El-Saria tire un autre rayon puissant sur le château. Un rayon détruit la plupart du château, et alors que la poussière retombe, Barrister trouve Zell debout devant lui. Soudain, sa vie commence à défiler devant lui alors qu'il se souvient que sa famille était composée d'hommes d'affaires, mais qu'il n'avait pas la tête pour les affaires, mais qu'il était assez fort, alors son père lui a dit de devenir soldat à la place. Il se souvient comment, lorsqu'il pensait que sa vie était perdue en combattant un orc, Zell lui a sauvé la vie sans aucune hésitation. L'avocat commence à pleurer en réalisant que Zell est le même héros qu'il a trahi il y a 20 ans. Zell lui-même est choqué que l'avocat l'ait reconnu, mais à ce stade, l'avocat commence à halluciner en pleurant des choses incompréhensibles et Zell se rend compte que l'avocat a perdu la raison. Il décide de mettre fin à sa souffrance et le tranche d'un seul coup, tuant un autre grand héros de l'Empire. Zell se tient là, contemplant ce qu'il doit faire ensuite, quand soudain un énorme navire s'arrête juste devant le château détruit. Un des généraux de l'Empire, qui connaissait Zell auparavant, descend et dit à Zell d'arrêter cette folie, mais aperçoit soudain le corps sans vie de Barrister gisant au sol dans une mare de sang. Il est choqué que Zell ait réussi à tuer non pas un, mais 2 héros tout seul. Zell a l'air triste et affirme qu'il lui reste encore 5 autres à gérer quand soudainement Fist sort du vaisseau et s'approche de Zell nonchalamment en déclarant qu'il ne se soucie pas vraiment de Barrister et que c'est en fait bon pour lui car maintenant la prime sur la tête de Zell est encore plus élevée. Zell le reconnaît immédiatement comme le type de la ville qui s'est occupé de ces hommes turbulents qui harcelaient Spipi. Fist se présente comme un humble chevalier sous le commandement du héros Glenn et le défie en duel. Fist tire immédiatement son épée et adopte une posture que Zell connaît bien, ce qui le surprend. Avant qu'il puisse réagir, cependant, Fist tente de l'abattre de toutes ses forces, mais Zell a encore assez d'endurance pour suivre sa vitesse en bloquant et déviant toutes les attaques avant de décider de passer à l'offensive. Les épées s'entrechoquent à plusieurs reprises et Fist réalise rapidement qu'il a peut-être sous-estimé le tueur de héros alors que Zell commence à prendre le dessus en forçant Fist à donner le meilleur de lui-même. Leur bataille continue alors que Fist gagne le respect de son adversaire, tandis que Zell se rend compte que Fist a dû être entraîné par le même maître que lui et c'est pourquoi il est capable de rivaliser avec lui. Fist décide de passer à la vitesse supérieure et effectue une attaque en revers, mais Zell parvient de nouveau à dévier ses attaques et le repousse. Fist semble s'amuser car il complimente la force et l'endurance de Zell avant de lui demander de révéler ses véritables pouvoirs et de sortir ses épées magiques de son postérieur. Avant que Zell ne puisse répondre, Danny arrive et tente d'aider Zell, mais elle est obligée de garder ses distances car le château risque de s'effondrer à tout moment. Fist continue de provoquer Zell, affirmant qu'il connaît sa technique Blackwing qui lui donne une multitude d'épées magiques et déclare qu'il veut le combattre à pleine puissance. Le festin continue. Pour l'instant, il n'est qu'un esclave qui a obtenu une haute position sous le héros, mais c'est un esclave malgré tout. Une fois qu'il apportera la tête du célèbre tueur de héros devant le roi, il sera si généreusement récompensé qu'il pourra gagner sa liberté, après quoi il deviendra probablement aussi un instructeur d'escrime. Avec cela, il décide d'accélérer encore une fois afin de forcer Zell à utiliser sa technique de Blackwing, mais Zell garde une attitude calme, bloquant défensivement chaque attaque avec une telle précision que Fist se rend compte que cet homme a peut-être même surpassé Maître Glee en termes de compétences brutes à l'épée. Le général regarde la scène avec horreur alors qu'il voit la tragédie se dérouler devant lui, où la personne connue comme l'épée la plus forte du royaume se bat contre un jeune talent qui est en ligne pour hériter de ce même titre. Mais au lieu d'apprendre l'un de l'autre, ils essaient de se détruire. Fist crie à Zell de révéler où il a appris l'escrime, mais Zell reste silencieux, forçant Face à attaquer à nouveau. Zell recule cette fois, réalisant que ce jeune corps dans lequel il s'est transformé ne peut vraiment pas en supporter plus. Fist réalise que quelque chose retient Zell et affirme que s'il ne peut pas se battre à pleine puissance, alors Fist n'a d'autre choix que de l'éliminer ici et maintenant. Avec cette déclaration, Fist concentre toute son attention sur la pointe de son épée avant de déclencher une rafale d'attaques trop rapide pour que l'œil humain puisse les voir. Zell parvient à peine à suivre ses mouvements et à dévier l'attaque tout en étant repoussé à chaque coup. Malheureusement, il ne peut pas tenir indéfiniment, et Fist trouve une ouverture qu'il exploite et réussit une frappe si rapide que Zell ne réagit pas à temps. Son armure commence à se briser alors qu'il tombe à genoux. Fist ne semble pas très satisfait cependant, alors qu'il se retourne et affirme que ce qu'il a essayé était une imitation très grossière de la technique Blackwing que Zell aurait dû voir venir de loin, puisqu'il a supposément maîtrisé cette technique. Zell se relève une fois de plus, son épée pointée vers son ennemi, tandis que Fist commence à avoir l'air un peu ennuyé et affirme qu'avec sa prochaine attaque, il terminera le combat.
Zell sourit en pensant à la fête, comment Maître Glee a trouvé un autre jeune homme avec beaucoup de talent brut. Mais il décide que c'est le moment de mettre fin à cette bataille pour l'instant. Les nuages se déplacent, et la lumière de la lune éclaire le dos de Zell, le remplissant d'énergie que le général réalise, et essaie de prévenir la fête, mais il a déjà commencé son attaque, et se précipite vers Zell de toutes ses forces. Cette fois cependant, Zell parvient à esquiver l'attaque avec une facilité extrême avant de porter son propre coup d'aile noir qui est si rapide et fort que Fist n'a même pas le temps de réagir alors que son épée se brise en morceaux et que de multiples blessures s'ouvrent dans son corps alors qu'il tombe au sol. Le général se précipite immédiatement pour vérifier l'état de Fist, reconnaissant qu'il n'est pas mortellement blessé, tandis que Zell dit à Fist qu'il avait raison et qu'avec son corps actuel, la technique Blackwing était le seul moyen de le vaincre. Il ajoute qu'il a ressenti une hésitation dans la lame de Fist et lui dit qu'une fois qu'il surmontera cela, il sera également capable de maîtriser la technique Blackwing. Bientôt le château commence à tomber en morceaux, mais heureusement Danny est juste à l'extérieur avec son dragon et emporte Zell de la scène de bataille et part. Le général dit à Fist de se ressaisir, mais Fist semble avoir craqué mentalement alors qu'il se rend compte que Blackwing est un coup mortel mais qu'il est toujours en vie, ce qui signifie que Zell lui a en fait montré de la miséricorde et l'a laissé vivre. De retour en ville, un autre petit noble de la région voisine décide de profiter de la lutte de pouvoir et se précipite dans la ville avec ses gardes où le chef mercenaire a érigé un drapeau avec 4 épées en l'honneur de Zell, leur héros. Le noble leur crie de baisser le drapeau et de se rendre car le drapeau indique qu'ils sont avec un héros traître et tueur. Les civils refusent ouvertement ces demandes en affirmant que ce drapeau est celui du véritable héros,